Et maintenant, le seul sur qui j'ai une véritable autorité ici, Florent Michelot, c'est mon étudiant. Alors, je l'ai condamné à 5 minutes, après quoi les microphones seront disconnectés. Et puis, nous allons nous présenter au dîner. Nous avons d'autres représentations pour vous au dîner. Alors, M. Michelot, à vous, je ne mange pas plus davantage de vos 5 minutes. Merci beaucoup, Rémi, mais je suis intimement persuadé que si je posais la question à la salle, elle m'accorderait volontiers 10 ou 15 minutes, Rémi. Il n'écoute pas, fait que je vais en profiter. Un petit instant que on prépare la présentation. Il y a une version pour les Québécois et les Canadiens dans la salle, une traduction digne de Justin Trudeau. Il y a des mélanges de français et de portugais dans la présentation. Écoutez, j'ai fait mon possible. J'espère que vous me pardonnerez certains impairs grammaticaux. Ça ne saurait tarder. Pour introduire tout de suite, effectivement, la présentation que l'on m'a invité à faire, certains en ont entendu certains extraits lors d'une conférence à Brasilia début juillet dernier. En l'occurrence, il s'agit de se poser la question quels outils technologiques peuvent être utiles pour favoriser la participation citoyenne. Évidemment, je remercie les deux conférencières précédentes puisque elles vont me permettre de raccourcir beaucoup ma présentation puisque de nombreux éléments pratiques et sociologiques y ont été abondamment amenés, ce qui me permettra justement de ne pas m'étendre plus que de raison sur ces aspects-là. Donc, comme je vous le disais, mettre en place des plateformes technologiques adéquates pour garantir la participation citoyenne à la santé. Ceux qui me connaissent le savent, j'aime commencer mes présentations sur des citations, et cette fois-ci, je vous servirai, si l'ordinateur le veut bien. Il est récalcitrant, hein, ou lent, je ne sais pas. Pour faire une parenthèse, pour patienter, on dit souvent cordonnier mal chaussé en français. Vous verrez que l'administration publique québécoise ne fait pas mentir ce... J'essaye. Voilà. Bon. Albert Camus. La fin justifie les moyens. Cela est possible, mais qui justifie la fin à cette question que la pensée historique laisse pendante? La révolte répond les moyens. Doit-on se poser la question aujourd'hui de mettre des technologies de l'information parce qu'il faut le faire ou parce qu'on doit répondre à la participation citoyenne? Qu'est-ce que l'on recherche avant tout? Et ça répond plus ou moins à ce que disait Caroline il y a quelques instants. Est-ce qu'on cherche à reconfigurer les services de l'État ou est-ce que l'on cherche à reconfigurer la démocratie? Qui va favoriser la modification de l'autre? Très rapidement, sur les notions de communication, vous le savez, il y a trois principales façons d'aborder les communications, à savoir en tant que science de communication, de processus et de voie de communication. Vous me permettrez de commencer d'abord par ces petits rappels en termes de définition. En termes de participation, de quoi il s'agit? Tout simplement donner un rôle aux citoyens dans une prise de décision affectant le plus souvent un groupe ou une communauté. Donc là, on parle en l'espèce du citoyen / usager ou, comme Caroline le disait, parfois considéré comme client, et puis évidemment le professionnel ou l'institution. Donc l'évolution des communications organisationnelles, là aussi ça fait référence plus ou moins à ce que Enrique disait dans sa présentation tout à l'heure, mais il était en fin de présentation, donc il n'a pas pu l'aborder de façon plus pratique, mais on comprendra bien que l'implantation d'un système plus participatif au sein d'une organisation implique de repenser la stratégie hiérarchique au sein des organisations. D'une organisation strictement verticale, comme dans toutes les administrations publiques à ce jour, il va falloir passer dans un second temps à une organisation verticale mais aussi horizontale et au final à la multidirectionnalité ou ce que Enrique parlait en termes de réseau. Je passe très rapidement là-dessus. Pour la communication, la plupart des praticiens des communications vous diront que pour une bonne communication efficace, il vous faudra tenter de répondre à ces 7 exigences-là. Est-ce que ça fonctionne en portugais? Vous aurez la version portugaise à la fin, quand ce sera fini. Alors, qu'entend-on par là? Évidemment, la pertinence.
hein. Il faut que les employés comprennent l'objectif de chacune des réformes que l'on souhaite mettre en place. La constante, lorsqu'un message est posé, il doit rester un tant soit peu le même à chaque étape du processus. La transparence, on ne cherche rien à cacher. Et évidemment, surtout, il ne faut pas sous-estimer l'intelligence, la capacité d'absorption de la personne à qui on s'adresse. Lorsque l'on souhaite mettre en place une réforme, il faut, tant que faire se peut, lui donner un maximum d'outils pour le comprendre. Multiplateforme, j'anticipe un petit peu ce que je vais aborder plus tard. On parle de technologie de l'information, mais il n'y a pas que cela. Évidemment, les communications traditionnelles doivent être mobilisées. Rapidité, évidemment, lorsqu'on implante une réforme, il faut faire en sorte que l'on soit le plus près possible à répondre aux problématiques. Diagonalité, multidirectionnalité, ça revient à ce que je disais à l'instant et qui fait référence aussi aux propos de Enrique Botelho. Et enfin, l'informalité. Quoi de bon qu'une bonne machine à café dans une administration pour discuter de comment ça va? Oui, il faut mettre en place des outils qui vont permettre d'aborder de façon moins protocolaire de l'avancement des travaux. Alors, arrivons plus particulièrement maintenant dans la participation des citoyens à l'action publique en santé. Je fais très vite, d'une part parce que Rémi souhaite que j'aille vite, et d'autre part parce que Caroline l'a aussi abondamment exposé. Rapidement, donc, on cherche... classiquement, la participation, elle est abordée sous 3 angles, hein. La consultation, la négociation, plus récemment, je dirais l'autorégulation, particulièrement dans le cadre social-démocrate qui est émergé après les années 60. Et puis, je parle de plus récemment la reddition de comptes, mais c'est assez paradoxal puisque la participation qui vise à mettre en place la reddition de comptes, c'est tout simplement la remise à jour du principe même du parlementarisme tel qu'il gouverne notamment le Canada. Je ne passerai pas trop de temps à tenter de vous expliquer cette diapositive. Elle est ésotérique. Néanmoins, c'est un document qui a été produit par une agence française concernant les substances radioactives et qui a été reprise par Santé Canada pour tenter d'imager comment mettre en place la participation citoyenne. Pour complexifier les choses, les 5 niveaux ne sont pas nécessairement linéaires. Et par ailleurs, ils ne sont pas tous nécessaires. Ceci étant, tout le monde conviendra que pour avoir un processus d'élaboration de politique publique qui soit le plus juste et le plus consultatif possible, évidemment, il faudra peu à peu mettre en place chacun des niveaux. Comme je passe très vite, évidemment, ces diapositives-là seront mises en ligne sur Internet dans les prochaines heures, donc vous pourrez l'étudier de façon plus attentive par la suite. Je passe là-dessus. Caroline en parlait aussi. Le participatif, on en parle beaucoup parce que c'est important, mais c'est aussi source d'imperfection. L'expression en sciences sociales de passager clandestin, vous m'excuserez si elle est peu reluisante, mais évidemment fait référence au fait que des personnes vont profiter de l'implication de certains citoyens dans la consultation sans même s'y impliquer eux-mêmes. Le deuxième élément qui constitue une imperfection, évidemment, cela exige un investissement personnel particulièrement important. Sauf qu'en matière de santé, on touche quand même à des problématiques relativement complexes. Que faire lorsqu'il s'agit d'indigents, lorsqu'il s'agit de personnes qui sont sans domicile? Que faire de personnes qui sont désinstitutionnalisées et qui sortent de problèmes psychiatriques? Ça, c'est, de mon point de vue, le problème le plus important en matière de participation en santé. Évidemment, il y a la conséquence, c'est l'auto-exclusion. Un graphique qui a été produit par le gouvernement du Québec, excusez-moi, et qui, je crois, verbalise, ou plutôt image relativement bien le propos de Caroline sur ce que j'ai formulé comme adapter le participatif en modernisant l'État ou moderniser l'État en adaptant le participatif. On arrive enfin de plein pied dans l'objet de notre présentation, les technologies de l'information aux politiques publiques de santé. 4 atouts majeurs. Évidemment, l'accès des citoyens à l'information, ce qu'on appelle la démocratie 2.0, c'est une
c'est une formulation un petit peu vague, mais qui vise tout simplement à permettre aux citoyens d'accéder très simplement à l'information et éventuellement de faire part de son point de vue. L'insertion massive des technologies de l'information en santé, je l'aborderai très rapidement tout à l'heure, mais évidemment en termes de télémédecine, c'est un atout extraordinaire. On le voit notamment au Québec avec des interventions qui se font de plus en plus dans le Grand Nord de Montréal, c'est tout à fait exceptionnel. Et puis évidemment l'administration électronique comme un gain d'administration tout à fait formidable. Des atouts évidemment pour les individus, tant du côté des professionnels que des citoyens bénéficiaires. Évidemment, on facilite d'une certaine manière l'ingénierie du parcours de soins et on pallie aussi à certaines incohérences. On va permettre d'une part de répondre à la problématique de l'éloignement géographique et puis d'autre part assurer, faciliter du moins le suivi du patient. Et puis du côté du citoyen bénéficiaire, évidemment, on a là comme potentiel l'émergence d'un parcours de soins qui est reconnu comme un parcours de vie à proprement parler. Et puis évidemment, l'élément qui, à mes yeux, est des plus importants et que j'allais oublier, le fait est que cet investissement-là va probablement contribuer à s'investir d'autant plus dans son rapport à sa propre santé, à sa propre qualité de vie. Quelques conditions de succès qui relèvent beaucoup plus du gouvernemental que de la santé et qui s'appliquent aussi dans d'autres sphères, mais qu'il vaut la peine aussi de rappeler. Tout cela se tient. Pour y parvenir, de quel outil avons-nous besoin au préalable? Évidemment, d'une bonne transmission des savoirs technologiques, d'une éducation au thérapeutique, d'une éducation à la santé qui forme et responsabilise les citoyens, et enfin, d'une politique de l'emploi adéquate, parce qu'il ne s'agit pas de créer technologie de l'information et participation citoyenne pour qu'elle soit mise en place le lendemain. Il faut évidemment que les ressources humaines soient présentes. J'ai 2 minutes dans mon boss, alors je fais vite. Un risque, l'émergence d'un patient expert. Pourquoi un risque? J'allais vous citer l'Ordre national des médecins français qui justement avait fait une étude là-dessus. La résistance de certains médecins à entendre leurs patients, casser d'une certaine manière ce rapport d'autorité qui existait avec le médecin. Et évidemment, on ne change pas les habitudes du jour au lendemain, mais il n'en demeure pas moins que à l'heure d'aujourd'hui, c'est une forme de, c'est source de crispation, entendons-nous. Et puis évidemment, ça peut être, les technologies de l'information restent tout à fait discriminantes. Dans le cas du Québec, évidemment, le très haut débit est loin d'exister partout sur le territoire. On peut dire ce qu'on veut sur l'accès à la participation citoyenne par les technologies de l'information, mais si le ressource câblage n'existe pas, on n'aura pas avancé beaucoup. Je passe sur ces aspects-là. Et quelle place pour les pouvoirs publics? Très rapidement, écoutez, je vais vous évoquer avec vous trois réussites, je pense, en termes d'implantation de plateformes réussites. Le cas de la télémédecine, particulièrement le cas qui a été codifié, on aime ça en France, codifié réglementairement par le ministère de la Santé, de mémoire ça date de 2010. 5 actes de télémédecine ont été clairement encadrés: la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et enfin la régulation médicale. Vous pourrez voir évidemment toutes les conditions qui garantissent le succès de la télémédecine, mais il reste que pour qu'elle soit utile, il faut s'assurer que l'entrée des technologies ne soit pas synonyme de déshumanisation. L'implantation des technologies de l'information ne doit pas faire en sorte que finalement, dans le fond, on se contente de sauver de l'argent. Non, ça doit être une plus-value. Deuxième élément, là encore, l'Ordre des médecins qui a fait un très très bon travail en 2011 en mettant en place une déontologie médicale sur le web qui va permettre à l'ensemble du corps médical d'avoir des balises d'action. De mémoire, je cite le chiffre, parmi les moins de 35 ans, 7 à 8 Français sur 10 reconnaissent consulter régulièrement l'Internet pour des conseils médicaux. Alors évidemment, ça nécessitait
d'encadrer cette pratique-là. Pour cela, l'AFSAP, donc l'Agence française de sécurité sanitaire, ainsi que la Health and Net Foundation, a mis en place une accréditation de sites web par les autorités gouvernementales. C'est une fondation, c'est quelque chose qui évidemment est donc n'a pas pour objectif de faire du profit, mais ce petit logo que vous pourrez maintenant retrouver sur certains sites médicaux ou paramédicaux va attester que l'ensemble de ces critères sont effectivement respectés. Et parmi ceux-ci, écoutez, la transparence du financement. Il ne s'agit pas d'avoir des sites publicitaires qui ont vanté tel ou tel produit, peu importe si ça fonctionne. Non, ces choses auront été vérifiées au préalable. Évidemment, la confidentialité des informations que les internautes vont y laisser, etc., etc. Évidemment, l'argument d'autorité, de telle sorte que le gestionnaire de site web qui va écrire sur ce site dispose des compétences requises pour y écrire. Donc très important ce petit code, on sera amené à le voir de plus en plus et j'ose espérer que le Québec l'adoptera très prochainement parce qu'au Québec on voit de plus en plus de sites foisonnés en termes de médecine et il est temps de le baliser. Dernier élément, le dossier médical myhealth.va.gov. Lorsqu'on parle de dossier médical au Québec, c'est un petit peu un serpent de mer. Hein. On en est à combien de coûts, Rémi? Plusieurs millions. Bon, il y a eu un projet pilote qui a été mis en place par le département américain responsable des vétérans de 2000 à 2010. Ce projet pilote a été implanté finalement en 2011 officiellement, donc maintenant tous les vétérans peuvent y accéder. Et évidemment, de nombreux aspects positifs, à commencer par une meilleure communication entre le patient et, dans le fond, toute la panoplie des intervenants médicaux qu'il peut voir, une meilleure connaissance de sa propre santé. Donc on n'est plus dans l'hypothèse. L'évaluation qualitative qui a été faite à l'issue de ce projet pilote a effectivement attesté le fait que les patients prenaient mieux soin d'eux. Évidemment, un plus grand investissement, ça c'est la corollaire, dans le processus de soins. Alors évidemment, c'est pas magique, il y a aussi des problèmes, à commencer par le fait que l'accès à ce genre de dossier peut être excessivement anxiogène pour le patient qui ne comprend pas nécessairement certaines maladies qu'on lui diagnostique, et peuvent être aussi très désagréables parce qu'évidemment le médecin qui constatera qu'un patient fume plus que de raison pourra avoir, par exemple, comme moi, pourra avoir un jugement tout à fait dur à son égard, mais légitime. Et le fait est que ce genre de commentaires vont se retrouver dans le dossier médical qu'il peut consister. Donc ça peut aussi créer des points de friction. Alors voilà, j'ai fait le plus vite possible. J'espère que cela vous aura convenu. Et puis écoutez, je vous invite, cette fois je prends ma casquette de maître de cérémonie. Je vous invite déjeuner, la salle 40-55, Rémi ?